Allez, ce sujet à présent qui va, je pense, vous interpeller. Pourquoi? Parce qu'une étude récente, étude de Greenwich Associates, qui raconte comment, d'un côté, les robots et de l'autre, les traders sur les marchés se livrent à une compétition mondiale acharnée, désormais maintenant, et c'est nouveau, sur le plus grand, le plus liquide, le plus profond des marchés, le marché d'échange, le marché des devises. Et de là à dire que eh bien, les robots et tout ce qu'on, voilà, les algorithmes en tout genre viennent manipuler un petit peu le marché d'échange, il n'y a qu'un pas, peut-être qu'on va franchir aujourd'hui avec vous, Florentine. Bonjour. Bonjour David. Florentine Loiseau, donc journaliste à Boursorama. La question qu'on se pose déjà, c'est de savoir comment est-ce que sur un marché qui est aussi profond, 4 000 ou je sais pas, 5 000 milliards de dollars d'échanges tous les jours, quotidiennement sur le marché d'échange, comment est-ce qu'on fait pour manipuler quand il y a autant d'argent en circulation? Alors c'est vrai que de par sa taille, c'est un marché qui était épargné jusqu'à présent, mais il se convertit progressivement au trading à haute fréquence. Aujourd'hui, juste pour vous donner un ordre d'idée, environ 10% des volumes traités entre grands comptes sur les devises passent par des algorithmes, selon l'étude de Greenwich Associates, qui est finalement assez peu comparé aux autres marchés. Par exemple, en Europe, on estime que 35% des transactions sont réalisées via le trading à haute fréquence. C'est beaucoup plus aux États-Unis. La part du trading à haute fréquence atteint carrément 70%. Donc on sent bien que ça va encore prendre quelques années avant que les algorithmes aient sur l'échange un poids équivalent à celui qu'ils ont sur les actions. Mais la tendance, elle est bien là. Bon, qui a recours aux algorithmes aujourd'hui, banques, et est-ce que c'est une pratique qui est de plus en plus répandue vraiment? Oui, tout à fait. En fait, c'est les banques qui sont principalement les acteurs sur les marchés des devises. 4 banques qui contrôlent à elles seules pratiquement la moitié du marché d'échange. Et puis si on ajoute 6 autres banques, eh bien, la part, elle atteint carrément 80%. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est qu'une grande entreprise sur 4 a recours au trading algorithmique pour réaliser environ 25% de ses transactions sur les devises. Donc selon l'étude de Greenwich, qui en fait explique qu'on est passé un peu du nice to have au need to have. C'est d'ailleurs le nom de l'étude. En fait, ça montre bien que de plus en plus d'intervenants ont recours donc au trading algorithmique. Même dans la trésorerie d'entreprise, par exemple, cette pratique, elle commence à se démocratiser. Même les plus petites entreprises aussi? Alors, celles qui traitent moins de 1 milliard de dollars par an sur l'échange ont recours aux algorithmes pour environ 10% de leurs transactions, alors qu'elles n'avaient pas du tout recours à ce genre de pratique il y a 3 ans. En revanche, seulement 16% des sociétés vont créer leur propre algorithme, et on comprend bien pourquoi. Il faut pouvoir disposer de solides compétences en interne. Donc la plupart du temps, les sociétés de gestion, elles vont faire appel aux banques pour qu'elles leur fournissent des algorithmes clés en main. Clé en main, d'accord. Mais du coup, qu'on comprenne bien, là, parce que pour le coup, on peut dire, mais où est le problème? Quels sont les dangers du trading à haute fréquence? Parce que on a pu le voir dans des situations un petit peu qu'on appelle de stress de marché. La vitesse du trading à haute fréquence, ça peut entraîner voilà, des cours qui bougent dans tous les sens, avec parfois de la violence. Oui, c'est le problème, c'est la vitesse en fait du trading à haute fréquence qui rend impossible le contrôle. Les ordinateurs, eux, ils peuvent acheter une action à l'échelle de la nanoseconde pour la revendre quelques millisecondes plus tard pour une infime fraction de profit. Donc on voit bien qu'on ne peut pas le contrôler. Et puis il y a aussi des risques de délit d'initié avec la pratique notamment du spoofing, qui consiste donc à placer en fait de faux ordres puis à les retirer avant qu'ils soient exécutés. On va ainsi créer l'illusion d'une demande. Les robots, ils se déclarent très gros acheteurs, ils font monter artificiellement le marché pour pouvoir vendre plus haut, et c'est en partie à cause de ce genre de pratique qu'on peut constater des anomalies avec des milliards qui s'évaporent en quelques secondes sur le marché. Ouais, le spoof, on appelle ça c'est le fait de spoofer, c'est un terme effectivement qu'on emploie sur les marchés. Mais on se dit là pour le coup, quand on fait du spoofing, qu'on est comme très éloigné de la fonction initiale du marché d'échange, qui est de faciliter les échanges commerciaux internationaux, ou de se couvrir. Mais le constat, il est là. Aujourd'hui, une infime transaction des devises concerne des investissements qui sont liés à l'économie réelle. Plus de 95% des échanges de devises sont de type spéculatif. Donc on comprend bien que ça entretient une certaine instabilité quasi permanente sur le marché d'échange, et puis surtout que les activités monétaires sont complètement déconnectées de l'économie productive. Alors on parle effectivement de cette dimension spéculative de la sphère financière, mais si effectivement le marché d'échange est entre guillemets manipulé par des robots, par du trading haute fréquence, des algorithmes, qui se cachent derrière les robots?
Les noms ils sont connus. Rappelez-vous par exemple le cartel d'échange qui regroupait à l'époque les 10 plus grosses banques mondiales. Ces banques, elles ont lancé des attaques spéculatives sur les devises de pays émergents qui ont vu leurs devises chuter parfois jusqu'à 20%. Donc bien sûr, les autorités de contrôle des marchés financiers se sont emparées du sujet et elles suspectent au moins 15 grandes banques mondiales, les plus grosses pour faire simple, d'avoir manipulé donc, les taux de change, y compris la manipulation sur le marché euro-dollar où se traite quand même 1300 milliards de dollars par jour. Donc c'est un marché qui est énorme. Comment est-ce qu'on fait pour mieux encadrer, encore une fois, c'est une question qui se pose et qui n'est pas récente, pour mieux encadrer le trading à haute fréquence? On sait que le président Macron, il est favorable à l'instauration d'une taxe sur les transactions financières en Europe, sauf que le problème, c'est que ça n'a pas l'air trop d'intéresser nos voisins. Oui, Macron, en fait, il a renvoyé la balle à Bruxelles. Alors, il faudrait que le politique, en fait, prenne ses responsabilités et légifère. Mais pour l'instant, c'est vrai qu'on est encore assez éloigné de la perspective d'instituer un impôt européen sur les transactions financières. Le projet, pour l'instant, il a un peu accouché d'une souris et pourtant, ça fait quand même très longtemps qu'on en parle. Ça fait 6 ans que le sujet est posé sur la table de Bruxelles. Ouais, sauf qu'entre-temps, je crois que c'était en 2012, on a institué en France une taxe sur les transactions financières. Je ne sais pas ce qu'elle est devenue d'ailleurs. Le résultat, en fait, il est assez décevant. Elle a rapporté un peu moins de 1 milliard d'euros en 2015, un rendement presque nul. Quand même, 1 milliard, c'est pas rien. Ouais, 947 millions d'euros. Donc, en tout cas, la Cour des comptes, elle disait que c'était un rendement presque nul dans sa note de juillet. C'est vrai que comparé aux volumes qui sont traités, c'est un petit peu la goutte d'eau. Puis surtout, en fait, la taxe française, elle ne s'applique que très partiellement aux transactions spéculatives. Cela montre bien finalement que le lobby bancaire est puissant, y compris en France, sans oublier que celles qui se font prendre la main dans le sac, souvent elles vont préférer payer de grosses amendes plutôt que de devoir rendre des comptes à la justice. Exactement, les amendes. On a vu d'ailleurs, c'était BNP Paribas avec sa filiale new-yorkaise qui avait dû justement payer une amende de 350 millions de dollars pour comportement fraudulé justement de ces traders sur le marché des changes. Voilà donc, merci pour ces explications. Florentine Loiseau, journaliste pour ça. Merci. Au revoir.